on dit que certains moments de la vie restent gravés à jamais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'un de ces moments frappe à ma porte ce jeudi après-midi tranquille. Mon petit-fils n'était pas censé venir. En fait, je pensais passer la journée à lire dans mon fauteuil, peut-être à me préparer une tartine si j'en avais envie. Mais soudain, des pas se firent entendre sur le porche, lents et hésitants, suivis de coups étrangement lourds. J'ouvris la porte et il était là. Pétard. Avant de te raconter ce qui s'est passé, je dois te demander, d'où regardes-tu ce soir? Je suis toujours curieuse de savoir qui écoute des histoires comme la mienne. Des histoires qu'on jurerait n'exister que dans les films, mais celle-ci est bien réelle. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu Pétard. C'était le plus discret de la famille, toujours poli, jamais trop embarrassé. S'il venait me rendre visite, c'était généralement parce que sa mère insistait, et même alors, il s'éclipsait sous une excuse polie. Mais ce jour-là, c'était différent. Il se tenait sur mon porche, un manteau de laine enroulé autour de lui malgré la douceur de l'air. Ses cheveux étaient humides, comme s'il avait marché sous une bruine, et un demi-sourire nerveux se dessinait sur son visage. « Grand-mère, dit-il doucement. J'espère que je ne dérange pas. » Je m'écartai et lui fis signe d'entrer, le parquet craquant sous ses chaussures. L'air de ma maison était légèrement parfumé à la cannelle grâce à une bougie allumée plus tôt. Il s'arrêta sur le seuil, regardant autour de lui comme s'il découvrait les lieux pour la première fois. « Bien sûr que non, dis-je. Tu es toujours le bienvenu ici. » Mais je voyais bien à son regard que ce n'était pas une simple visite. Je le conduisis au salon, la douce lumière de la lampe projetant des reflets dorés sur le canapé aux fleurs fanées. Il ne s'assit pas tout de suite. Il se dirigea plutôt vers la cheminée où des photos de famille étaient alignées sur l'étagère. Il s'arrêta devant l'une d'elles, une photo de mon mari, Harold, son grand-père, prise il y a des années lors de notre anniversaire de mariage, à Voyage dans le Maine. « J'ai beaucoup pensé à lui, dit Pétard doucement. Ça m'a prise au dépourvu. Harold était décédé il y a près de 15 ans, et Pétard n'avait qu'une vingtaine d'années à l'époque. Et lui, demandai-je. Pétard haussa les épaules, fixant toujours la photo. Sa façon de se comporter, sa façon de te traiter. Je ne crois pas y avoir jamais vraiment prêté attention auparavant. Je m'installai dans mon fauteuil et l'observai. Il y avait une lourdeur dans sa voix, quelque chose de profond, presque douloureux. Il s'assit enfin en face de moi, les coudes sur les genoux. Le silence entre nous n'était pas gênant, mais plutôt comme si nous étions tous les deux conscients d'une conversation qui attendait d'avoir lieu, aucun de nous n'étant vraiment prêt à l'entamer. « J'ai traversé des moments difficiles, dit-il enfin. Je ne savais pas à qui d'autre parler. J'ai ressenti une pointe de tendresse. Pétard n'était pas du genre à ouvrir son âme facilement, et qu'il me choisisse, eh bien, cela a remué quelque chose au plus profond de moi. Alors, je me penchai en avant. Parle-moi. Quoi qu'il en soit, on trouvera une solution. Il hésita, passant une main sur sa mâchoire. Je continue comme si j'étais au bord de quelque chose, comme si j'avais une part de ma vie que je retenais, et je ne sais même pas pourquoi. Ces mots restèrent suspendus entre nous, presque trop lourds pour la pièce. J'ai repensé à ma propre jeunesse, au moment où j'avais eu peur de faire un pas en avant. Je pouvais voir son regard posé sur moi, cherchant quoi? Des conseils, du réconfort, peut-être juste de la compréhension. Je sais ça, dis-je doucement. Tu n'es pas perdu, Pétard. Tu te tiens juste sur le seuil d'une porte, et tu as peut-être besoin que quelqu'un te rappelle que tu peux passer. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il sourit. Pas le sourire poli et appliqué que j'avais vu tant de fois, mais quelque chose de presque soulagé. Je savais que tu comprendrais, dit-il. Nous restâmes là pendant près d'une heure, la bougie vacillant entre nous tandis qu'il commençait à se confier. Il me parla de son travail, de la pression qu'il subissait pour être quelqu'un qu'il n'était pas, de sa quête récente de quelque chose de plus authentique. Sa voix se fit plus ferme à mesure qu'il parlait, comme s'il se libérait enfin d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. À un moment, je tendis la main et la posai sur la sienne. Il serra la mienne, non pas par désespoir, mais comme pour dire « je suis toujours là ».
C'était un geste simple, mais c'était comme un pont entre nous, fermant des années de distance polie. La lumière de l'après-midi commença à faiblir, les ombres s'allongeant dans les coins de la pièce. Aucun de nous ne fit un geste pour allumer d'autres lumières. C'était comme si la douce pénombre nous autorisait à parler plus franchement. Je ne sais pas où mène ce chemin, dit finalement Pétard, mais arrêtez de vivre comme si je ne faisais que passer le temps. Je lui serrai la main. Alors ne le fais pas. La vie n'attend personne, crois-moi, je sais. Lorsqu'il partit ce soir-là, il avait une autre allure. Ses épaules semblaient plus légères, ses pas moins hésitants. Je le regardais descendre le chemin vers la rue, la lumière de la lampe se reflétant dans ses cheveux humides. En fermant la porte, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose avait changé entre nous. Pas d'une manière facile à expliquer, mais d'une manière que je savais que je n'oublierais pas. La pluie roulait dans la nuit comme un bourdonnement bas et régulier, le genre de bourdonnement qui apaise une maison et vous attire à l'intérieur. Je m'étais installé sous un plaid avec mon livre lorsque la lumière du porche s'alluma. Pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'un raton laveur déclenchait le détecteur. Puis on frappa, pas d'urgence, mais familier. Quand j'ouvris la porte, Pétard se tenait là, la capuche relevée, la pluie teintant ses cheveux d'un front sombre et humide. Désolé d'être en retard, a-t-il dit, j'étais dans les parages. Il avait besoin d'un endroit qui ait du sens. Je me suis écarté sans un mot. Il entra, essuyant ses chaussures sur le vieux tapis de sol qu'Harold et moi avions acheté il y a des décennies à un stand en bord de route. L'odeur de la pluie le suivait dans l'air de mon salon, où la lumière de la lampe se drapait sur le tapis comme une feuille d'or. Je remarquai sa respiration, un peu rapide, comme celle des gens qui retiennent leur souffle trop longtemps. « Thé » demandai-je. Il hocha la tête, reconnaissant, et s'affala sur le canapé pendant que je m'occupais de la bouilloire. Il y a un rituel pour préparer le thé que j'ai toujours adoré, rincer la théière, mesurer les feuilles, les tasses, comme si chaque pas échangeait un peu de votre hâte contre un peu de calme. Quand je revins avec 2 tasses fumantes, Pétard avait enlevé sa veste et fixait l'horloge de parquet dans un coin. Elle appartenait à mon père avant moi. Elle tourne lentement si on ne lui parle pas gentiment quand on la remonte. Du moins, c'est ce que j'ai toujours dit à Harold. Tu sais, dit Pétard, les yeux toujours rivés sur l'horloge, j'ai beaucoup réfléchi au temps. Comme il est différent selon ce qu'on porte. J'ai posé le plateau sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Il ne répondit pas tout de suite. Il souffla sur son thé, le prit dans ses 2 mains et laissa la vapeur embuer ses lunettes. Lorsqu'il leva les yeux, il était moins méfiant que d'habitude. Peut-être que la journée lui avait enlevé ce qu'il montrait habituellement au monde, dit-il doucement. Le regret, et ces attentes avec lesquelles je continue à faire semblant d'être à l'aise. J'ai attendu. Une chose qu'on apprend après 62 ans et quelques changements, c'est que les gens sautent plus loin quand on leur offre un terrain calme où se poser. J'ai passé un mauvais moment au travail, dit-il. Mon manager a parlé d'un problème de performance. Je l'ai appelé, remarquant enfin que je ne pouvais plus respirer là-bas. Je suis sorti, je n'ai pas démissionné, mais je suis parti, et quand je suis arrivé dehors, je ne savais pas où aller. Alors, mes pieds m'ont amené ici. Il but une gorgée. Quelque chose s'adoucit dans ses épaules. La pluie effleurait les vitres en fins filets argentés. Je suis désolé que tu aies eu une journée difficile, dis-je. Mais je ne suis pas désolé que tes pieds se soient souvenus de mon adresse. Il sourit légèrement, puis il dit, je ne sais pas à qui je suis censé m'adresser. Ne sois plus grand-mère. Ce mot, grand-mère, pesait comme un manteau épais. Je l'avais vu le porter, même enfant, essayant toujours d'être le petit-fils poli, le fils posé, celui qui résout les problèmes tranquillement et s'efface. Une habitude dangereuse. Le monde enquiquine et te laissera disparaître si tu l'y entraînes. Puis-je te montrer quelque chose, demandai-je. Il hocha la tête, et je posai mon thé, mes genoux protestants, tandis que je me relevais du fauteuil. Je le conduisis dans le couloir jusqu'à la petite pièce au fond de la maison, l'ancien atelier d'Harold. C'est là que la maison sentait le plus son odeur, une légère odeur d'huile, de bois raboté, de graphite, une douceur de sueur qui ne partait jamais vraiment.
Après la mort d'Harold, j'ai gardé la porte fermée un moment. Puis un matin, je l'ai ouverte. J'ai épousseté le banc et j'ai commencé. Je ne supportais pas l'idée que ses mains aient su ces choses pour toujours. La pièce était telle que nous l'avions laissée, des ciseaux alignés, une main simple avec une poignée ébréchée, des bocaux de vis étiquetés de l'écriture nette et têtue d'Harold. Sur l'étagère du fond se trouvait une petite boîte en bois dont personne ne me demandait jamais l'existence. Je la soulevai et la posai sur l'établi. Je l'ai faite après sa mort, dis-je. Il m'a fallu 1 mois pour en poncer les coins. Mon premier et dernier projet. Je n'arrêtais pas de penser que j'en ferais d'autres. Mais peut-être qu'une chose faite honnêtement suffit. Le couvercle grinça, et une pile de fiches pliées, jaunies au bord, reliées par de la ficelle, se dévoila. Pétard me regarda d'un air interrogateur. Des notes, dis-je, de Harold à nos futures versions. Il m'en laissait une dans la boîte à pain quand on se disputait ou glissait une carte dans la poche de mon manteau si j'avais l'air fatigué. Après son départ, j'ai trouvé une boîte de cartes vierges, et j'ai écrit les miennes. Pas pour lui exactement, mais pour les jours qui refusaient d'avoir un sens. Tu veux en lire une? Il hocha la tête et prit la carte du dessus. Ses yeux bougèrent, puis s'immobilisèrent, et il expira par le nez, comme quelqu'un qui vient de poser une valise qu'il ignorait pouvoir poser. Qu'est-ce qu'elle dit? Demandai-je. Il me la tendit pour que je puisse la voir. Tu as le droit d'être incertaine. Repose-toi quand même. Commence quand même. Nous restâmes là, la carte entre nous comme une petite lanterne. La pluie redoubla, un tambour plus régulier. Pétard prit une autre carte et la lut en silence, puis la glissa dans sa poche. Puis-je te dire ce qui se cache dessous, dit-il d'une voix plus basse. Oui, je crois que je ne veux plus de la vie que j'ai construite, et j'ai peur de ce que les gens penseront si je la démonte. Je m'appuyai contre le banc, le vieux bois dans mon dos. Il y avait des mots que j'aurais pu choisir, des conseils, des anecdotes, des aphorismes bien rangés. Mais ce dont je me souviens le plus des périodes les plus difficiles, ce n'est pas ce que les gens me racontaient, c'est comment ils sont restés. Et si on ne mettait pas encore d'étiquette, dis-je? Et si on élaborait un petit plan qui ne te ferait pas peur? Il faillit rire. Un petit plan? Oui. D'abord, on dort. Ensuite, on mange quelque chose qui croque. Après cela, nous notons 3 choses que nous ne voulons pas et 3 choses que nous voulons. Demain, nous franchissons une étape qui correspond à la liste, minuscule. Pas d'annonce, juste une étape. Il resta silencieux si longtemps que j'ai commencé à entendre l'horloge du salon compter ses lentes paroles rassurantes. Puis Pétard dit, je n'ai pas bien dormi depuis des semaines. Alors commençons par ça. J'ai fait le lit d'appoint avec la lourde couette que ma mère avait cousue avec un vieux tissu. Pétard se tenait à nouveau sur le seuil, comme un petit garçon, les mains dans les poches, le regard parcourant la pièce comme si elle pouvait le juger. Tu te sens parfois coupable de te reposer, demanda-t-il. Tout le temps, dis-je. Alors, je m'entraîne à ne pas m'excuser auprès de l'oreiller. Il esquissa un sourire, une expression imperceptible sur son visage. Lorsqu'il s'allongea, il ne souhaita pas bonne nuit. Il regarda juste le plafond, comme s'il attendait la permission. J'éteignis la lumière et laissai la porte entr'ouverte, comme je le faisais pour mes propres enfants quand ils étaient petits et que les tempêtes étaient violentes. De retour au salon, je m'assis avec mon thé refroidi et écrivis une liste sur une fiche vierge. 3 choses qu'il ne veut pas: être félicité pour un travail qui le vide, continuer à faire semblant d'être normal, être le fantôme fiable de la famille. 3 choses qu'il veut: fabriquer des objets de ses mains, avoir une conversation par semaine qui semble traverser un pont solide, appartenir à une journée qui commence sans appréhension. J'appuyai la fiche contre l'horloge pour ne pas oublier de lui montrer le lendemain matin. Peu après minuit, je me réveillai au léger bruit de pas. Pétard se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux bouclés, avec cet air inquiet que l'on a quand l'esprit refuse de lâcher prise. Tu n'arrivais pas à dormir, demandai-je. J'entends sans cesse la voix de mon manager dans ma tête, dit-il. Et celle de mon père, et la mienne. Il se frotta la nuque. Je ne veux pas être injuste avec eux, grand-mère. Tout le monde veut juste que je réussisse.
Il avait raison. L'amour et la pression portent souvent le même manteau. Viens, dis-je en tapotant le canapé. Assieds-toi et respire avec moi. Nous nous assîmes côte à côte. Je lui racontai le truc qu'une infirmière m'avait appris quand Harold était malade et que mon cœur était un oiseau nerveux, inspirer lentement en comptant jusqu'à 4, retenir la respiration pendant 4, expirer pendant 6. Nous le fîmes ensemble, dans la paix sombre. Je pouvais sentir le rythme nous rapprocher du silence. Après quelques tours, je vis son aisance. Il joignit les paumes, un peu gêné. C'est étrange, dit-il. J'ai 35 ans et j'apprends à respirer avec ma grand-mère. Quelle chance, dis-je. Il se trouve que je suis très doué pour ça. Il dirait, il n'y a pas de prix pour savoir retenir son souffle longtemps. Je le lui dis. Il dirait, prends soin de ma fille, et par fille, il voulait dire moi, et il voulait dire toi, parce que dans cette famille, ces mots s'étirent. Nous restâmes assis jusqu'à ce que l'horloge nous incite, de son aiguille lente, à essayer de dormir à nouveau. Cette fois, Pétard bâilla et retourna dans le couloir. À la porte, il s'arrêta. Grand-mère? Oui. Seras-tu contrariée si j'appelle ma mère demain pour lui dire que j'ai besoin d'un peu d'espace? Je serai fière de toi pour avoir parlé avec ta propre voix, dis-je, et je serai là après. Il hocha la tête et disparut dans le silence. Je me réveillai juste après 6 heures, l'odeur de la pluie s'estompant et le silence particulier qui règne lorsqu'un orage a fait la paix avec le matin. Dans la cuisine, je coupais des pommes et beurrais du pain, le rythme du couteau résonnant comme un doux métronome dans mes pensées. Quand Pétard rentra en traînant les pieds, les cheveux hérissés, il parut à la fois plus jeune et plus vieux. Je posai une assiette devant lui, et il mangea comme quelqu'un à qui on avait pardonné quelque chose. J'ai trouvé ça, dit-il au bout d'un moment, en sortant la fiche de sa poche. On a le droit d'être incertain. Elle me tenait compagnie. Je nous ai écrit une autre liste, dis-je, et je lui tendis celle de l'horloge. Il la lut, puis la relut, comme s'il se cartographiait à l'aide des mots. Cette dernière ligne, dit-il, tapotant appartenir à une journée qui commence sans appréhension. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. On peut en emprunter une, dis-je. Tu peux appartenir à la mienne pour l'instant. Ça commence par ouvrir l'atelier et choisir une petite réparation. Il haussa les sourcils. Une réparation? Il y a un tiroir là-dedans qui colle. Ça fait des mois qu'il me rend impatiente. Nous étions côte à côte à l'établi d'Harold. Je montrai à Pétard comment faire passer la cire de bougie le long des bords, comment vérifier si le bois est bombé, comment appuyer et écouter pour laisser l'objet vous dire ce qui ne va pas au lieu de le forcer à se comporter. C'est une leçon qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. Il desserra une vis, ponça, un murmure sur le côté, et la porte glissa avec l'estime de soi d'une chose bien faite. Voilà, dis-je. L'univers est déjà légèrement meilleur. Il regarda ses mains, surpris par la preuve qu'elles lui appartenaient encore. J'avais oublié comment faire coopérer quelque chose sans le conquérir. Il resta presque toute la matinée. Il appela sa mère depuis le porche. Pas une dispute, juste une frontière tranquille, posée avec amour. Il revint, l'air à la fois soulagé et tendre, comme si le monde s'était rapproché au lieu de s'éloigner. Nous fîmes une lente marche jusqu'au coin de la rue, puis revînmes. Le quartier était couleur d'écorce et de feuilles humides. Un garçon à vélo pataugea dans les dernières flaques et nous fit signe de la main comme un vieil ami. Quand nous nous assîmes à nouveau, Pétard demanda une histoire sur Harold que je n'avais jamais racontée à personne. Je lui racontai donc le premier hiver après notre mariage, quand le chauffage avait lâché au milieu d'une tempête de neige, et qu'Harold avait fabriqué un engin avec un vieux ventilateur et un radiateur dans le couloir. Nous avions mangé de la soupe par terre, près de la porte de la chambre, car c'était le seul endroit où l'on ne pouvait pas voir son souffle. Il avait l'air ridicule, dis-je, mais il n'arrêtait pas de répéter, on est assez bien, comme si c'était un vœu. Pétard rit, de cette façon franche dont j'avais rarement de ses nouvelles. Puis il se tut à nouveau. Grand-mère, dit-il finalement, et si je ne reprenais pas le même travail? Alors non, dis-je. Et si je décevais les gens? Tu le feras, dis-je,
Et ils s'en remettront. Ta vie n'est pas un projet de groupe. Il observa mon visage. Comment as-tu appris à dire des choses pareilles? En restant en vie, dis-je, et en aimant les gens qui n'approuvent pas toujours ma façon de rester en vie. Il tendit la main par-dessus la table, non pas pour prendre la mienne cette fois, mais pour prendre la fiche. Il la retourna et écrivit quelque chose au dos. Quand il la fit glisser vers moi, je lus, on se retrouve tous les jeudis. Construisons quelque chose. Parlons comme si ça comptait. Je peux le faire le jeudi, dit-il. Même si je retourne travailler un moment, je peux le faire le jeudi. Alors le jeudi, dis-je, nous serons des charpentiers de bien plus que du bois. Il rougit, un peu gêné par des mots qui touchaient trop près du cœur, mais il hocha lentement la tête, sérieux. Nous débarrassâmes la table ensemble et lavâmes la vaisselle, nous passant les assiettes comme une équipe expérimentée. Avant de partir, il se tint de nouveau sur le seuil, au même endroit que la veille, mais cette fois, il me serra dans ses bras, sans ménagement ni brièveté. Son étreinte était ferme, reconnaissante, et elle disait des choses qu'aucun de nous n'avait besoin de dire à voix haute. Merci, murmura-t-il dans mes cheveux. Pourquoi? De ne pas m'avoir fait comprendre, dit-il, juste de m'avoir préparé du thé et du temps. Je le regardais descendre le chemin d'un pas qui ne s'excusait pas. Le ciel était propre. L'érable du voisin portait une douzaine de petits soleils entre ses feuilles. Je restai un moment dans le silence de la maison, puis je me dirigeai vers l'atelier et ouvris le tiroir fixé, le faisant coulisser et sortir parce que j'aimais le son qu'il produisait, un bourdonnement sûr et doux. Sur le banc se trouvait la boîte en bois contenant les notes. J'ajoutai une nouvelle carte à la pile avec la même écriture ferme que j'avais l'habitude d'écrire des listes de courses, des autorisations de sortie et des messages pour un avenir que je ne pouvais entrevoir. On peut changer sans disparaître. On peut se reposer sans faillir. L'amour est la chambre que l'on construit pour y revenir. Puis j'ai placé la carte sous les autres et fermé le couvercle. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu la maison expirer, et j'ai réalisé que l'irréel qui s'était produit n'était pas que mon petit-fils soit arrivé à l'improviste, ni même qu'il ait demandé de l'aide. L'irréel était plus simple que cela, on se laisse connaître, et une fois que cela se produit, les jours ordinaires ne sont jamais tout à fait ordinaires.